Il y a plus de 2 millénaires, Hippocrate et son école de médecine grecque avaient déjà compris une vérité profonde. Les mots ont le pouvoir de guérir. Selon eux, il existe en chaque être humain une force intérieure immense qui, lorsqu'elle est éveillée, peut transformer la vie d'une personne. Tous les médecins de l'époque ne parvenaient pas à déclencher cette étincelle, mais ceux qui savaient toucher le cœur et l'esprit de leurs patients par leurs paroles pouvaient libérer ce pouvoir caché. Comme la science de l'époque n'était pas en mesure d'expliquer ce phénomène, ils l'ont appelé l'art médical, l'art de soigner, par le langage. Quelques siècles plus tard, dans une région qui correspond aujourd'hui au nord de l'Inde, non loin du Népal, naît un enfant appelé Siddhartha Gautama. Issu d'une famille royale, il grandit à l'abri du monde extérieur, dans le confort et la sécurité du palais. Rien ne le préparait à découvrir la souffrance humaine. Pourtant, un jour, son univers bascule. Il croise sur son chemin un vieillard marqué par le temps, un malade affaibli, et enfin, un corps sans vie. Ces visions le bouleversent profondément. Pour la première fois, Siddhartha prend conscience d'une réalité inévitable. Tous les êtres humains souffrent. Mais il se rend vite compte que ce mot « souffrance » ne se limite pas à la douleur physique ou émotionnelle. Il observe que nous ajoutons souvent quelque chose au malheur naturel de la vie, nos pensées, nos peurs et nos histoires intérieures. Prenons un exemple simple. Vous avez attrapé un gros rhume. Vous toussez, vous êtes fatigué, c'est désagréable, mais supportable, c'est la douleur. Puis votre esprit se met à tourner en boucle. Et si je n'arrive pas à aller travailler? Et si cela s'aggrave? Je vais être en retard, je vais décevoir les autres. Ces scénarios nourrissent l'angoisse et amplifient le malaise. C'est cela, le véritable poids de la souffrance, tout ce que nous ajoutons mentalement à la douleur initiale. Vous voyez, ce jeune prince avait compris quelque chose d'essentiel. Notre esprit complique la douleur. Il avait observé qu'en plus du mal initial, la maladie, la vieillesse, une perte, nous ajoutons un flot de pensées qui rendent tout encore plus lourd. Et il sentait que tant que nous ne saurions pas comment apaiser cette rumeur intérieure, nous continuerions à souffrir plus que nécessaire. Siddhartha décida alors de tout quitter. Il laissa derrière lui sa femme et son jeune fils pour partir en quête de réponses. Pendant 12 années, il parcourut les forêts et les villages. Il rencontra des maîtres spirituels et expérimenta diverses pratiques déterminé à comprendre ce qui enfermait les êtres humains dans leur mal-être. Un jour, après une longue méditation, il se sentit transformé. Ce n'était plus le même homme. Ceux qui le croisèrent voyaient dans son regard une lumière nouvelle. Lorsqu'un paysan, impressionné par sa présence, lui demanda s'il était un dieu, il répondit simplement « Je suis l'éveillé ». C'est ainsi qu'il devint Bouddha, celui qui a compris que le vrai chemin commence en soi. Et il a laissé un enseignement d'une clarté bouleversante. Avant de vouloir corriger les autres, redresse-toi toi-même. Cela peut sembler évident, mais regardons-nous honnêtement. N'est-il pas plus facile de pointer le défaut d'un collègue, de juger le manque d'attention d'un proche, que de reconnaître nos propres zones d'ombre? Lorsque quelqu'un nous le fait remarquer, cela pique toujours un peu, n'est-ce pas? Je me souviens d'un chef cuisinier dans un restaurant à Lyon. Après le repas, il s'est approché et m'a demandé « Cela vous a plu ?» J'ai répondu poliment « Oui, très bon ». Mais il a insisté « Non vraiment, dites-moi, que puis-je améliorer ?» Ce souci sincère de vérité
m'a profondément touché. Peu de personnes osent aller aussi loin, car affronter la vérité demande du courage. Bouddha savait que notre esprit se laisse facilement piéger par le passé et par le futur. Et c'est là que son message rejoint celui d'un autre grand sage. Lao Tzu, philosophe chinois, écrivait déjà il y a 2500 ans dans le Tao Te Ching. Si tu es déprimé, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Pensez-y, quand nous replongeons dans le passé, n'est-ce pas souvent pour ressasser nos regrets? Et lorsque nous projetons notre esprit dans l'avenir, n'est-ce pas généralement pour imaginer des scénarios catastrophes? Notre mental nous joue un tour subtil. Il nous tire vers hier pour nous culpabiliser, ou il nous propulse vers demain pour nous inquiéter de ce qui n'est même pas encore arrivé. Voilà le piège qu'il nous faut déjouer si nous voulons retrouver l'équilibre intérieur. Peu avant de mourir, le philosophe René Descartes écrivit une phrase qui en dit long. « Ma vie a été remplie de malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Cela nous interroge profondément. Pourquoi est-il si difficile de rester pleinement dans l'instant présent? Pourquoi avons-nous ce réflexe de fuir vers le passé ou le futur? La vérité est que notre esprit déteste l'incertitude du moment présent. Il nous attire vers hier pour ressasser nos erreurs, ou vers demain pour nous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Mais comme le rappelait Lao Tzu, la paix se trouve uniquement dans l'instant que nous vivons. Et c'est là tout l'enseignement du mindfulness. Il ne s'agit pas d'un simple slogan du type « visse l'instant ». Non, c'est une véritable discipline qui nous invite à élargir notre regard, à adopter une nouvelle carte du monde. Albert Einstein, que nous connaissons surtout comme un grand physicien, était aussi un penseur visionnaire. Il nous a appris qu'il existe un ordre caché de la réalité, au-delà de ce que nous voyons. La physique quantique, née de ses travaux, a bouleversé la vision newtonienne classique. Elle n'a pas remplacé l'ancien cadre, elle l'a élargi. De la même façon, le mindfulness ne rejette pas votre manière actuelle de voir la vie. Il vous dit simplement « ton regard est encore limité. Si tu veux découvrir de nouvelles solutions, il est temps d'ouvrir le champ des possibles. » C'est ce que l'on appelle un changement de paradigme, un changement de perspective. Le docteur Herbert Benson, cardiologue et professeur à l'université Harvard, c'était un homme passionné par le bien-être de ses patients, et il était confronté à un problème récurrent, l'hypertension artérielle. Bien sûr, ses patients savaient qu'il fallait limiter le sel, faire un peu d'exercice, surveiller leur poids. Pourtant, beaucoup d'entre eux voyaient leur tension s'envoler dans les moments de stress intense. Et Benson se demandait, existe-t-il un moyen de ramener la tension à un niveau normal, sans devoir multiplier les médicaments aux effets secondaires? À l'époque, la médecine traditionnelle affirmait que c'était impossible. On savait que le stress active une partie du système nerveux, appelé le système nerveux sympathique, celui qui déclenche l'état d'alerte. Mais personne n'imaginait qu'on pouvait désactiver ce mécanisme naturellement. Savez-vous que nous portons tous, au niveau de nos lobes temporaux, à la hauteur des oreilles, de petits noyaux appelés amygdales? Ces structures, enfouies au cœur du cerveau, sont nos véritables détecteurs de danger. Lorsque ce signal d'alarme interne s'enclenche, l'amygdale stimule le système nerveux sympathique, celui qui prépare votre corps au combat ou à la fuite. Résultat, votre rythme cardiaque s'accélère, votre tension artérielle grimpe,
et tout votre organisme se met en état d'alerte. Le docteur Herbert Benson s'est alors demandé « Et s'il existait un moyen de calmer cette hyperactivation ? Et si mes patients pouvaient apprendre à apaiser leur système nerveux sans dépendre uniquement des médicaments ?» Mais à cette époque, la médecine traditionnelle affirmait que c'était impossible. C'est alors qu'il s'est souvenu d'un autre chercheur, le Suisse Walter Rudolf Hess, lauréat du prix Nobel de médecine en 1949. Hess avait découvert, en travaillant sur le cerveau des animaux, qu'une zone appelée l'hypothalamus antérieur, nichée dans le diencéphale, pouvait produire l'effet inverse, ramener le corps à un état de détente profonde. Mais comment atteindre un noyau aussi enfoui dans le cerveau humain? C'est là que le destin s'en est mêlé. Benson mit la main sur un livre relatant les pratiques extraordinaires de la communauté bouddhiste. Non, il ne s'agissait pas de lévitation. Personne n'a jamais prouvé que cela existait, mais de techniques capables d'influencer le corps de façon spectaculaire. Intrigué, il prit l'avion pour l'Inde du Nord. Dans la ville de Dharamsala, perchée à plus de 2000 mètres d'altitude, vivaient des moines tibétains, exilés après l'invasion chinoise de 1959. Là-bas, Benson observe et enregistre leurs séances de méditation. Ce qu'il vit le bouleversa. Ils ont trouvé le chemin. Ils savent activer ce noyau de relaxation. Mais comment font-ils ? Ils ferment simplement les yeux. Et pourtant, quelque chose de profond se produit. C'est de cette découverte qu'est né plus tard l'Institut Corps-Esprit de l'Université Harvard, un lieu entièrement dédié à l'étude scientifique de l'impact de l'esprit sur le corps. Ce que le docteur Benson découvrit alors fut fascinant. Certaines pratiques ancestrales, inspirées des enseignements du Bouddha, activaient des zones précises du cerveau capables de déclencher une profonde réponse de détente. Mais pas la détente que l'on ressent lorsqu'on est allongé sur une plage en vacances, bercé par le bruit des vagues. Non, ici, il s'agissait d'un apaisement que l'on pouvait provoquer au cœur même du quotidien, dans les moments de tension, de stress, de surcharge. Et c'était cela le plus révolutionnaire. Benson savait que lorsque nous résistons trop longtemps aux pressions de la vie, notre corps finit par entrer dans ce que les chercheurs appellent la phase d'épuisement. Et cette phase, si nous l'atteignons trop souvent, est dévastatrice pour la santé. Il s'est alors donné une mission. Si je peux comprendre précisément comment ces pratiques agissent et trouver une méthode simple pour les enseigner à mes patients, je pourrais vraiment les aider à se sentir mieux. C'est ainsi qu'il devint le premier médecin de l'histoire à enregistrer scientifiquement ce qui se passait dans le corps et le cerveau pendant ces états méditatifs. Un voyage au cœur du cerveau. Le cerveau humain est un univers extraordinaire, près de 100 milliards de neurones, reliés par des milliards de connexions. Parmi ces nombreuses structures, 2 jouent un rôle clé dans notre équilibre intérieur. Nous avons déjà parlé de l'amygdale, cette sentinelle qui déclenche l'alerte. Mais il existe aussi une région tout aussi fascinante, l'hippocampe. L'hippocampe, en forme de petit cheval de mer, est essentiel pour notre mémoire, notre capacité d'apprendre et de nous adapter. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de lui. Nous vivons dans un monde en mutation rapide, où il faut sans cesse acquérir de nouvelles compétences, s'adapter aux technologies, absorber des informations à une vitesse incroyable. Ce que la science a révélé. Les travaux menés par la docteure Sarah Lazar à l'hôpital général du Massachusetts
ont mis en lumière un fait étonnant. Lorsqu'une personne entre dans un état de calme intérieur profond, lorsque son esprit cesse de se laisser happer par ce bruit incessant, ces ruminations qui tournent en boucle comme une radio mal réglée, l'hippocampe augmente de volume. C'est un changement physique, mesurable, et c'est fondamental. Un hippocampe plus développé signifie que nous mémorisons mieux, que nous apprenons plus vite et que nous sommes plus résilients face aux difficultés. Pensez-y, combien de fois dans la journée votre esprit ressasse-t-il une contrariété? Pourquoi m'a-t-il parlé ainsi? Je ne vais pas me laisser faire. Et le soir, au lieu de dormir, vous ruminez encore. Ce bavardage mental permanent nous épuise. Mais lorsque nous apprenons à ne plus nous laisser piéger par lui, car oui, ces pensées continueront d'exister. C'est le fonctionnement naturel du mental. Alors nous libérons une énergie immense et notre cerveau se transforme. Voyez à quel point c'est capital. Le bruit mental réduit notre capacité d'apprendre, de traiter l'information et d'acquérir de nouvelles compétences. Ce n'est pas un détail, c'est un facteur déterminant dans notre vie. Et pour en avoir la preuve, il a fallu le développement d'outils de pointe, comme l'imagerie par résonance magnétique. À cette époque, un autre pionnier travaillait aux côtés du docteur Benson, microbiologiste formé au prestigieux MIT de Cambridge. Il pratiquait depuis des années le mindfulness, cette discipline qui crée des espaces de calme et de clarté intérieure. Convaincu par ses propres résultats, il eut une intuition. Je dois transmettre ces méthodes aux personnes qui souffrent. Elles peuvent changer leur vie. C'est ainsi qu'il rejoignit l'Université du Massachusetts et proposa au département des sciences du comportement d'ouvrir une clinique spécialisée dans la réduction du stress. Il expliqua: « Notre société vit sous tension permanente. Nous avons besoin d'un lieu pour enseigner des techniques simples et efficaces basées sur l'expérience et la science. » Le projet fut accepté. Cette clinique devint le berceau d'un programme aujourd'hui mondialement connu, le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ou réduction du stress par la pleine conscience. Un concept simple mais puissant. Pour expliquer le MBSR, utilisons une métaphore. Imaginez deux couleurs, le jaune et le bleu. Si vous les mélangez, vous obtenez du vert, et vous ne distinguez plus ni le jaune ni le bleu. Dans la vie, le jaune, c'est la douleur inévitable. Perdre un proche, subir un échec, se faire voler sa voiture. Cela fait mal, c'est normal. Mais le bleu, c'est le bavardage mental. Je ne vaux plus rien. Ma vie n'a plus de sens. Les gens sont mauvais. Ces pensées s'installent souvent en arrière-plan, sans que nous en ayons conscience, et elles transforment notre douleur en souffrance. Ce que nous apprend le mindfulness, c'est à séparer les deux couleurs. La douleur fait partie de l'existence, mais le reste, ce scénario que notre esprit invente, est une construction mentale. Lorsque nous apprenons à reconnaître ce mécanisme, nous arrêtons de l'alimenter et nous retrouvons notre énergie. Sortir du pilote automatique. Le professeur Judson Brewer, qui enseigne également à l'Université du Massachusetts, a mis en évidence un phénomène que nous connaissons tous. Posez-vous cette question. Combien de fois êtes-vous arrivé à destination en voiture sans même vous souvenir du trajet? C'est le mode pilote automatique. Vous conduisez, vous avancez, mais vous n'êtes pas là. Votre corps agit, mais votre esprit vagabonde ailleurs. Et cette dispersion constante a un prix. Elle nous empêche de savourer le moment présent et de vivre pleinement. Des chercheurs
ont découvert l'existence d'un circuit cérébral appelé réseau neuronal par défaut, ou Default Mode Network, DMN. Ce réseau, très actif lorsque nous fonctionnons en mode pilote automatique, a un double inconvénient. D'abord, il nous rend moins attentifs à ce que nous faisons. Les risques d'erreur ou d'accident augmentent. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, il entretient un état de vagabondage mental, cette tendance à laisser notre esprit partir dans tous les sens. Et vous savez quoi? Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Reconnaître le pilote automatique. Quand sommes-nous dans ce fameux pilote automatique? Quand, en pleine conversation, nous fixons poliment notre interlocuteur, mais que notre esprit est déjà ailleurs, en train de penser à la réunion de demain ou à la liste des courses. Quand nous mangeons machinalement, sans savourer ce qui est dans notre assiette, au point d'avaler plus que nécessaire. Vous voyez, votre corps est présent, mais votre esprit est parti très loin, et l'autre le sent. Il voit votre regard, mais il sait bien que vous n'êtes pas vraiment là. C'est ce mécanisme qui explique en partie l'anxiété chronique et même des problèmes comme l'obésité. Nous mangeons sans conscience, simplement par habitude, par automatisme. Ce que révèle le mindfulness. Les recherches du professeur Judson Brewer sont claires. Lorsque nous cultivons des espaces de calme et de silence intérieur grâce au mindfulness, nous perturbons le fonctionnement de ce réseau par défaut, et cela change tout. Pourquoi? Parce que le réseau automatique, quand il est trop actif, empêche un autre circuit essentiel de fonctionner pleinement, le réseau exécutif central, ROC. Le RES est celui qui vous permet de vous concentrer, d'apprendre et de comprendre réellement ce qui se passe autour de vous. C'est lui qui capte le sens profond d'une conversation, qui analyse correctement un problème pour le résoudre. Mais lorsque le pilote automatique est enclenché, ce réseau exécutif est étouffé. Vous croyez tout percevoir, mais en réalité, vous laissez filer une grande partie de l'information. Un véritable entraînement du cerveau, l'un des grands apports du mindfulness, est justement de réduire l'activité de ce réseau par défaut et de renforcer le réseau exécutif. C'est comme si vous repreniez les commandes de votre cerveau, en choisissant consciemment d'être là, ici et maintenant. Et ce n'est pas une théorie abstraite. Les scientifiques l'ont observé grâce à des technologies avancées comme l'électroencéphalographie et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Chaque fois que vous pratiquez la pleine conscience, vous transformez littéralement votre cerveau. C'est exactement ce que le mindfulness vous offre. En activant de nouveaux circuits cérébraux et en désactivant ceux qui vous desservent, vous commencez à changer votre perception de la vie. Vous vous observez avec plus de douceur, plus de compassion, et naturellement, votre regard sur les autres s'adoucit aussi. Vous réalisez que bien souvent, derrière l'irritation ou les provocations, il n'y a pas de véritable intention de nuire. La plupart du temps, il s'agit simplement de personnes dépassées par leur tension intérieure qui la déversent maladroitement autour d'elles, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le cerveau, un univers fascinant. Les scientifiques ont également découvert, grâce à l'électroencéphalographie, d'autres aspects surprenants. Regardez, notre cerveau ressemble étrangement à une noix ou à un corail marin. Si vous ouvrez une noix, vous voyez deux moitiés bien distinctes et toutes ridées. Nos deux hémisphères cérébraux sont construits de la même manière. Quelqu'un m'a demandé un jour « Pourquoi le cerveau est-il aussi plissé ?» La réponse est simple.
parce qu'il ne tiendrait pas dans notre crâne s'il était lisse. Imaginez un instant que l'on déplie toute la surface de notre cortex. Nous aurions la tête de la taille d'un piano à queue. La nature a donc trouvé une solution ingénieuse. Plier et replier cette surface pour en loger un maximum. 2 hémisphères, 2 fonctions. Nous possédons tous un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Et en 1981, le professeur Roger Sperry, travaillant au célèbre institut Caltech en Californie, a découvert que ces 2 hémisphères ne faisaient pas exactement la même chose. Par exemple, votre bras droit est contrôlé par l'hémisphère gauche. C'est pourquoi, lorsqu'une personne subit un accident qui affecte cette zone du cerveau, elle peut perdre la mobilité du côté droit de son corps. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. L'hémisphère gauche est aussi le siège de l'analyse, du langage et de la logique. L'hémisphère droit, quant à lui, est davantage lié à l'intuition, à la créativité et à la vision globale. Vous l'aurez compris, notre esprit est un outil puissant, capable du meilleur comme du pire. Lorsqu'il est livré au pilote automatique, il se perd dans les regrets du passé et les angoisses du futur. Mais dès que nous reprenons les commandes, en cultivant la pleine conscience, en apprenant à revenir ici et maintenant, tout change. Le mindfulness n'est pas une mode, ni une simple technique de relaxation. C'est un véritable art de vivre. C'est le choix, chaque jour, de ne plus se laisser gouverner par ce bavardage mental qui alimente la peur et le jugement. C'est la décision de s'observer avec bienveillance, de se libérer de ce qui nous alourdit et d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là, dans le présent. Quand vous pratiquez cet état de présence, vos circuits cérébraux se modifient. Votre mémoire et votre capacité d'apprentissage se renforcent. Vous développez plus de clarté, plus de compassion, plus d'ancrage. Et ce n'est pas seulement votre cerveau qui se transforme, c'est votre vie tout entière. Commencez petit, une respiration consciente au réveil, une pause de 2 minutes pour observer vos pensées sans les juger, un repas savouré sans distraction. Chacune de ces petites graines crée un changement profond, un pas vers une existence plus pleine et plus légère. Souvenez-vous, vous n'avez pas à attendre que les circonstances soient parfaites pour être en paix. La paix commence en vous, ici et maintenant. Et je vous laisse avec cette question pour qu'elle vous accompagne aujourd'hui. Si vous vous donniez la permission de vivre pleinement l'instant présent, comment votre vie changerait-elle?